Bon, regardez maintenant les trois potentiels, les trois ouastèques, non? Là, il y a trois ouragans potentiels qui vont peut-être toucher les Caraïbes ou les États-Unis. Erwin, nous savons déjà qu'il va probablement aller vers le nord, même si c'est un ouragan puissant. Catégorie 4 selon le dernier rapport. On va vérifier tout de suite s'il est toujours en catégorie 4. Et puis il y a celui-ci, qui n'a pas de nom mais qui a déjà un 60. Voyons, on va actualiser encore une fois pour voir si ça n'a pas changé. Il a encore 60% de chance de devenir un ouragan en 7 jours, mais regardez sa trajectoire. Il pourrait aller à Porto Rico, en République dominicaine, aux Bahamas, à Cuba, aux États-Unis ou en Floride. Et il y en a un autre, comme celui-ci, tu te souviens d'il y a quelques jours. Eh bien maintenant, il y en a un autre qui arrive derrière, un troisième, aussi un ouragan potentiel. Celui-ci, il n'a que 10% de chance, mais c'est comme ça qu'était celui-ci, et c'est comme ça qu'était celui-là. Ils suivaient la même trajectoire. Donc normalement, ce que nous avons vu les autres années, c'est que quand cela arrive, au moins l'un d'entre eux, Plantain-E, peut toucher terre dans l'une de ces zones, sur l'une de ces îles ou sur la côte des États-Unis. Actuellement, on a le temps de se préparer, de rester calme et d'anticiper. Et dire, tu sais, je reçois mon salaire tel jour. Au lieu d'aller au cinéma cette fois-ci, eh bien, je vais m'acheter un petit plat en plus, je vais le faire. C'est-à-dire se préparer, n'est-ce pas? Se préparer, comme vous le savez déjà, surtout ceux qui vivent sur la côte. Je sais que vous me comprenez et que vous savez qu'il faut se préparer, vous savez qu'il faut être prêt. Pour commencer, qu'est-ce qu'on sait? Que disent-ils à ce sujet? Nous voyons aussi non seulement ces phénomènes, mais nous voyons également ce qui se passe en Inde et au Pakistan. On en parle, laissez-moi vérifier le Pacifique. Non, rien, tout est calme dans le Pacifique. Nous avons déjà vu ce qui se passe dans l'Atlantique. Allons vite, voyons simplement ce qui se passe au Pakistan et en Inde, parce que c'est trop. Ça a atteint des niveaux de folie, je veux dire, il y a trop de pluie, il y a trop de pertes humaines. Au Pakistan, l'Inde va dans la même direction et les scientifiques assurent que c'est un phénomène extraordinaire. Au-delà des moussons, ils les appellent des bombes de pluie, sans en dire plus. Exactement celle-ci, surtout dans ces zones montagneuses, non? Parce que là, l'eau s'accumule et coule très fortement. En Inde et au Pakistan, on a vu ces glissements de terrain qui, je crois, ont eu lieu en Inde, non? Cela concerne beaucoup de personnes. Nous n'avons pas pu ajouter l'image ici. Dans les régions du Cachemire et toutes les zones montagneuses, tout ce sujet a frappé très fort, très durement. Les populations les villes les plus connues n'ont pas été autant touchées. Là où ça a frappé, c'est dans des petits villages assez isolés, où les habitants ne sont pas suffisamment préparés. Il y a quelques jours, je disais que depuis juin jusqu'à maintenant, il compte 500 morts, mais c'est tout. Le district de Buner au Pakistan rapporte déjà 300 morts dans son rapport officiel. Disons uniquement à cause des glissements de terrain, dit-il. Ça a rasé des villages entiers, c'est ce qui a été rapporté. Ce sont des villages presque inconnus. Elles n'apparaissent presque pas sur la carte et elles n'y apparaîtront plus, évidemment, parce qu'elles ont disparu. Dans l'état indien de l'Uttarakhand, les inondations ont également emporté, par exemple, le village de Darali. C'est un autre effet que nous avons aussi évoqué, n'est-ce pas? Comparons ces effets à la tragédie de 2013. Cette année-là, 6000 personnes sont mortes lors de glissements de terrain comparables à ceux d'aujourd'hui. Exactement. Et ils disent qu'en une heure, plus de 100 mm d'eau tombent sur des zones très restreintes. Les régions touchées incluent des zones comme l'Himalaya, le Karakoram et l'Hindu Kuch, dont les formations montagneuses intensifient évidemment le phénomène parce qu'elles retiennent l'humidité. Les rapports viennent, disons, du météorologue. Les météorologues de cadre de là-bas disent qu'ils se sont comme des bombes de pluie. Parce que même si elles sont soudaines, c'est-à-dire la façon dont l'eau arrive, elle dure en des heures. Donc l'effet est très compliqué. Chaque degré de température qui est déjà détecté comme des vagues de chaleur supplémentaires génère des effets plus importants de ce type de phénomène de pluie atypique. Donc, l'augmentation de l'humidité provient de cette zone. Laissez-moi vous dire d'où. D'après le rapport météo, cela provient de la mer d'Arabie. Les températures et l'humidité ont augmenté. C'est pour cela que dans cette zone et à partir de cette zone, disons, ces phénomènes apparaissent. Et aussi de l'océan Indien qui également, comme le dit Pépé, déstabilise et affecte la mousson. Qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? C'est-à-dire, la Lavigo, c'est ce morceau-là, mais l'Indien, eh bien, c'est tout. Alors,
Autrement dit, 7 zones de l'Ouest où sont le Pakistan et l'Inde. C'est là que, exactement comme tu le dis, toute cette humidité arrive et frappe fort sur le Tesco. Selon Asfajadan Khan Kataya, fonctionnaire pakistanais, aucun système au monde ne peut prédire avec précision une averse. En parlant de la difficulté qu'ils ont à prévoir la quantité d'eau. Qui peut rester, le surplus, disons. Je crois qu'il a tort. Oui, parce que par exemple, oui, je connais le INOA, c'est parfois très précis. Oui, non, pour éviter que d'autres l'écoutent. Je crois que c'est surtout un manque de prévention. Et donc, si on veut rejeter la faute sur le système météorologique, rejeter la faute sur ceci, non, eh bien je ne sais pas. C'est l'impression que ça me donne. Comme ce qui s'est passé à Valence l'année dernière, enfin c'était l'année dernière, n'est-ce pas? À Valence, oui, ils rejettent toujours la faute sur le système météorologique, non. Il y avait bien la prévention, non. Là, il y avait le rapport qui arrivait séparément. Tu sais déjà que ce sont des moussons qui reviennent chaque année, c'est-à-dire toi, tu dois te préparer pour le mousson indépendamment de toute autre chose. Et s'il se passe quelque chose d'atypique, eh bien, ça te surprend. Mais je pense qu'ici, il y a eu faute, non? Mais bon, le point, c'est que la tempête parfaite s'est produite, selon ce qu'ils disent, et cela génère donc ce que nous voyons, non? Allons-y donc vers d'autres sujets. Ce qui est difficile à prédire, c'est la capacité du sol à absorber. Allez, ça tu peux. Et tu vois, là il a raison, parce qu'il faut se rappeler qu'ils étaient déjà en sécheresse. Donc la sécheresse, ce qu'elle fait, c'est que, disons, le terrain n'absorbe pas. Exactement. Lors d'une sécheresse, paradoxalement, la terre absorbe moins l'eau, car elle durcit. L'absorption de l'eau est lente, d'où ces problèmes. En plus, je dis que toute cette zone avait le problème de la sécheresse. Elle passe de la sécheresse à l'inondation, c'est-à-dire elle passe de... C'est dramatique, non? Oui. Ça est bien comme une sorte de guerre qu'il y a eu là. Je voulais penser qu'après ça, il viendrait un problème bien plus grave que cette guerre-là. Abordons d'autres sujets. Tu sais, les ministres des Affaires étrangères de l'Inde et de la Chine se sont rencontrés. C'est curieux de voir cette réunion, surtout parce qu'il y a une certaine inimitié entre la Chine et le Pakistan. Et donc le ministre chinois Wang Yi a rencontré ou a visité, pour commencer, les Indiens. Et cela coïncide avec... est-ce qu'ils sont en train de s'accorder face à ces pressions commerciales des grandes puissances? Au final, c'est ce qui allait arriver. C'est-à-dire, oui, si tu mets la pression sur tout le monde, même ceux qui étaient en ennemis avant vont maintenant se voir comme des amis ou des partenaires. Alors, dans l'un de ces cas, eh bien, là est. Ici, nous avions commenté, c'est-à-dire, nous avons. Imagine qu'il s'agisse d'un bloc méga grand. Inde, Japon, Corée du Sud, Chine. Si l'Asie est déjà en train de devenir, ou est déjà une méga-puissance, tout le continent asiatique en général. Imagine avec cette pression et ces réunions, non? Nous avons déjà observé, avec beaucoup d'attention il y a quelques mois, la réunion qui a eu lieu entre les entreprises et le gouvernement de la Corée du Sud avec la Chine, où ils discutaient. Ils ont même évoqué la possibilité d'un accord de libre-échange. Entre eux, imagine le potentiel que cela pourrait avoir. Mais l'essentiel, c'est qu'ils se sont rencontrés et réunis. Exactement, ils se sont réunis aujourd'hui à New Delhi. Eh bien, c'était aussi pour essayer de gérer leurs tensions. Il faut rappeler que ce n'était pas encore un conflit frontalier. Et heureusement, ils essaient aussi de gérer ce sujet. Exactement, c'est le conflit pour des terres qui ne sont pas nombreuses. La frontière Inde-Pakistan est-elle clairement définie? L'Inde et la Chine, et aussi l'Inde et le Pakistan, et la Chine et le Pakistan également. Mais paradoxalement, même si non, ils ne s'entendent pas mal. Ou bien, le fait est qu'ils discutent, qu'il y a un dialogue là-bas, et ça aussi c'est important. Passons à d'autres sujets intéressants.